Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas de retour, donc je vais partir de l'idée que c'est le cas. Donc voilà, nous allons entamer la deuxième partie de cette journée en vous apportant plusieurs preuves que la chaleur solaire est la bonne solution pour atteindre les objectifs climatiques. L'après-midi, pardon, va être divisé en deux grands moments. Nous aurons d'abord une table ronde avec des collectivités représentées qui nous parleront des stratégies d'accélération pour les collectivités. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie où nous présenterons les dynamiques régionales en action, donc un petit tour d'actualité dans quelques régions. J'avais vu Valentin Lian tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours là? Edwige, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, Edwige. Est-ce que tu veux présenter le détail, enfin l'après-midi de façon plus détaillée? Oui, écoute, on t'a déjà pas mal introduit. Donc effectivement, on était plus dans cet après-midi sur le concret, les retours d'expérience au niveau à la fois des régions et puis de nos partenaires en région, et également des exemples dans diverses applications de la chaleur solaire. Donc nous nous intéresserons tout particulièrement dans la deuxième partie de l'après-midi avec la preuve par l'exemple au logement social, à l'industrie et au réseau de chaleur. Voilà, donc ça va être pour la partie après la petite pause. Mais pour débuter, effectivement, nous avons une première table ronde vraiment centrée sur les collectivités et les actions régionales, donc avec un premier débat sur la façon dont on peut s'organiser et comment les collectivités peuvent se mobiliser pour atteindre des objectifs qui ont été fixés, notamment au niveau des SRADET. Et ensuite, nous ferons un petit tour d'horizon sur des actions menées spécifiquement dans certaines régions avec des dynamiques spécifiques. Voilà. Je ne sais pas si Valentin nous a... Merci. Eh ben, Valentin Lian est connecté. Je ne sais pas s'il peut se réactiver, ainsi Oui, que les intervenants de la première table ronde, Brigitte Guibaud, Guillaume Perrin, Nicolas Garnier et Yann Dervin, si vous êtes là. Activez vos caméras et vos micros. Ah. Donc, je vais vous présenter d'abord Valentin Lian. Vous êtes chef de service adjoint du service transition énergétique de la direction de la transition énergétique et des territoires de la région Sud. Brigitte Guibaud, vous êtes coordonnatrice du pôle transition énergétique de l'ADEME PACA. Guillaume Perrin, vous êtes le chef du service réseau de chaleur et de froid et énergie renouvelable de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Nicolas Garnier, le délégué général d'Amorce, et Yann Dervin, qui est le directeur du collectif Effinergie. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Lian, tout de suite. Edwige l'a dit, nous allons nous intéresser aux SRADET et surtout comment atteindre les objectifs des SRADET. Derrière cet acronyme un peu barbare, qu'est-ce que se cache derrière cet acronyme? Qu'est-ce que ça veut dire SRADET et puis à quoi ça sert surtout? Eh bien, alors c'est vrai que c'est un acronyme qui peut faire un peu peur, le SRADET, mais on aime bien les acronymes dans la planification, parce qu'en fait, le SRADET, effectivement, ce n'est que, entre guillemets, ça, c'est un document de planification à l'échelle d'une région. Donc, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et c'est un document qui est venu fusionner un ensemble de schémas préexistants, dont celui sur l'énergie, qui était à l'époque le schéma régional climat, air, énergie, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Il est venu fusionner ce schéma avec un ensemble d'autres sur les déchets, les transports, la biodiversité, pour donner un document unique de stratégie à l'échelle du territoire d'une région, pour dire, ben voilà, nous, conseil régional, donc puisque ce sont des conseils régionaux qui sont pilotes de ces documents-là. Voilà comment on voit la région à 2030, 2050 et quels objectifs on se fixe dedans. Donc pour l'énergie en région, en tout cas la nôtre, on s'est fixé des objectifs essentiellement en mégawatts ou en équivalent mégawatts selon
Mais le SRADET n'est pas un document qui contraint les collectivités à suivre les objectifs qui sont indiqués, à se caler sur ces objectifs. C'est un document qui doit être décliné dans les documents d'urbanisme locaux, notamment les SCOT. Après, c'est toute la difficulté d'un document régional, c'est que chaque collectivité locale est libre de s'en saisir comme elle le souhaite, du moment qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre à l'atteinte de l'objectif global. Mais la Constitution dit toujours que les collectivités sont libres dans leur administration. Donc la raison n'est pas là pour donner des ordres, mais pour inciter, en gros, et montrer un peu la voie. Alors, si on parle de la région PACA, quels sont les objectifs fixés pour le solaire thermique? Alors, en région, donc chez nous, le solaire thermique aujourd'hui, dans les derniers chiffres dont on dispose, s'établit à peu près autour de l'équivalent de 20 MW installés. On vise le gigawatt à 2030 sur cette technologie-là et les 2 gigawatts installés à 2050. Alors, je sais que dans la chaleur, le gigawatt, le mégawatt, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté, mais il fallait bien qu'on trouve une unité comparable pour mettre toutes les énergies dans le même schéma. Ça veut dire avec quasi décuplé. Exactement, presque un multiplié. C'est même une multiplication par 100 à 2050 par rapport à l'actuel. Sachant qu'on a des objectifs que sur le collectif. Puisque, l'habitat collectif. Pardon? Sur l'habitat collectif? Non, sur le solaire thermique. Oui, sur le solaire thermique. Pas sur le solaire thermique individuel, puisque aujourd'hui, on est dans la capacité de chiffrer ce qui se fait sur les territoires. Donc, malheureusement, on n'a pas pu se fixer d'objectifs sur cette partie-là du secteur. Mais sur l'autre, on a été quand même assez ambitieux avec cette multiplication par 100 à 2050. D'accord. Alors, poser des objectifs, c'est bien, les atteindre, c'est mieux. Donc, que met en place la région pour atteindre les objectifs? Alors aujourd'hui, on a mis en place un ensemble de dispositifs sur le sujet du solaire thermique qui sont recouverts dans un tout récent plan solaire que la région a adopté fin d'année dernière et qui couvre en fait l'ensemble du champ d'un projet de sa vie à sa fin. Et en fait, on va couvrir d'un côté les études de FESA, où on va aider les porteurs privés et publics jusqu'à 70% du montant total de l'étude. Et on va aider, une fois l'étude terminée, forcément, sur la partie travaux, où on peut monter jusqu'à 50% des dépenses avec un plafond de 1 200 € de taxes par mètre carré de capteur. Mais bon, ce qui couvre quand même des projets non négligeables et permet d'avoir, d'année en année, on arrive quand même à soutenir 5-6 projets sur le territoire de la région. Voilà, sachant qu'on a de la vision d'un projet qu'à partir du moment où on nous a sollicité pour avoir des aides, il est possible qu'il y en ait qui soient passés sans qu'on les ait vus, mais on a au moins ce petit vivier-là. Vous dites 5-6, ça veut dire que pour être sur la trajectoire du SRADET, par exemple, il vous en faudrait combien par an? Il faudrait multiplier, je dirais facile par une dizaine. Hein. Non, mais facile par une dizaine, parce que on est très en retard sur la trajectoire. Mais c'est pas propre au solaire thermique, hein, ça se retrouve sur l'ensemble des filières où on est en retard par rapport aux trajectoires fixées. Et vous envisagez les moyens de susciter des projets? Alors, oui, on aimerait arriver à maintenir, ou en tout cas, ou au moins à faire sortir le plus de projets possibles et de dispositifs, avec une petite inconnue qui nous arrive, hein, qui sont les élections régionales, puisqu'une institution vit au rythme des cycles électoraux. Normalement, les prochaines élections sont en mars, donc c'est vrai qu'il y a cette échéance-là. Après, il y a aussi des échéances de plus long terme. On arrive encore à sécuriser un peu les choses via, par exemple, le contrat de plan État-région qu'on passe avec nos collègues de l'État, via voilà, des dispositifs de plus long terme qui nous permettent quand même de sécuriser nos interventions. Merci beaucoup. Peut-être vous réinterviendrez dans le courant de cette discussion, mais je vais me tourner vers Brigitte Guibaud. Brigitte Guibaud, vous êtes coordinatrice du pôle transition énergétique de l'ADEME PACA.
Et la question que j'aimerais vous poser en tout premier lieu, c'est comment aider les collectivités à augmenter la part du solaire thermique dans leur mix énergétique? Et quels sont les outils adaptés? On vous entend pas. Est-ce que quelqu'un contrôle le micro de Brigitte Oui, Guibault? bonjour. Voilà, c'était Ah, l'organisateur voilà. qui coupait le micro, je ne pouvais pas ouvrir. Oui, enfin, la possibilité, nous, on a mis en place un outil qui est le contrat de développement territorial, qui se veut un outil d'accélération et de structuration des ENR thermiques sur le territoire, au sein même du Il est territoire. déjà en place, cet outil? Alors, on depuis 3 ans, il y a des contrats qui existent, mais la nouveauté, c'est qu'on veut massifier sur l'ensemble, hein, de la France ce type de contrat, puisque un des objectifs qu'on a à horizon 2026, c'est que 80 hein, du territoire soit couvert par des contrats de développement territorial et que 80 des aides au forfait passent par ce type de contrat, hein. Alors, c'est pas uniquement sur les ENR solaires, c'est sur tout ce qui est ENR thermique. Donc, il y a aussi de la biomasse, il y a aussi de la géothermie, mais le solaire fait partie totale et prenante, hein, puisque l'idée, c'est de mettre l'énergie la plus adaptée pour l'usage, enfin, pour l'usage qui est présent sur le territoire. Et ces contrats, c'est remettre de l'animation, de la coordination des acteurs, de la promotion pour faire émerger les, 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 les installations, mais aussi de les accompagner tout au long de l'idée, à l'étude, à la réalisation et après au suivi, à l'exploitation. Et qui sont concernés par ces contrats? Alors, À qui ça s'adresse? ces contrats, c'est un opérateur territorial, hein, qui se positionne. Ça peut être une collectivité, ça peut être un groupement de collectivités, ça peut être des communautés d'agglos, des métropoles, ça peut être des syndicats d'énergie, des départements, qui vont travailler sur l'ensemble de leur territoire. C'est-à-dire, on ne travaille pas uniquement sur son patrimoine, mais on va travailler aussi sur les entreprises qui sont présentes sur le territoire. On va travailler aussi sur les associations, sur les bailleurs sociaux, sur l'ensemble des acteurs du territoire. Mmh. Alors, vous dites que les contrats, il y en a déjà eu quelques-uns qui sont mis en place. Est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que ça a permis d'accélérer les projets sur les territoires? Alors, les contrats c'est ce type de contrat dans la période, où on travaillait sur l'exemple, c'était surtout arriver à faire des groupes, des grappes de projets pour atteindre les minimums du fonds chaleur. Puisque le fonds chaleur quand même sur certaines thématiques avait des seuils minimums assez hauts et on a eu donc, les seuils au niveau de la biomasse étant plus hauts, hein, étant à 1200 mégawattheures, ça a été beaucoup plus teinté par de la biomasse que par du solaire. Mais notre Mmh. volonté, c'est qu'on adresse l'ensemble des énergies, des énergies thermiques. Et enfin, si on n'a pas sur le solaire un aspect quantitatif, on a quand même un aspect qualitatif. C'est-à-dire que je discutais avec la métropole de Saint-Étienne. Au départ, ils étaient partis sur des objectifs où c'était que leur patrimoine, hein, les patrimoines de l'agglo, des collectivités qui étaient fixés, qui pensaient mettre à du solaire thermique. Mais après, ils ont fait vraiment un travail de prospection. Ils sont aussi allés voir d'autres acteurs, hein, qu'on n'aurait pas pensé. Ils sont allés voir tout ce qui était agriculture avec des éleveurs qui ont des besoins d'eau chaude pour la traite, des centres auto. Enfin, ça a enfin, il y a l'animation, mais il y a aussi la structuration, il y a la prospection par type de filière qui peut être intéressante. Il m'indiquait aussi que, par exemple, sur leur territoire, maintenant, ils avaient 3 installateurs qui pouvaient faire aussi de l'entretien, du suivi. Alors certes, c'est pas qu'avec ça, hein, qu'ils vont pouvoir vivre, mais enfin, on arrive à pouvoir au sein du territoire bien montrer que le solaire, c'est une énergie fiable, une énergie sûre,
Et avec ces premières installations, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'était un contrat qu'on passait sur 3 ans, mais qui était renouvelable 3 fois, 3 ans supplémentaires. Donc sur 6 ans, on peut vraiment faire une programmation et puis se servir des premières installations pour les faire visiter, pour faire un effet vitrine. Mmh. Et donc, concrètement, ça veut dire que quand vous recevez un contrat de la part d'une collectivité, vous leur dites que s'il n'y a pas assez de solaire, il faut en rajouter, trouver le moyen de développer Alors, cette filière? sur les nouveaux contrats, on veut qu'il y ait du mix énergétique et qu'on n'ait pas que des contrats biomasse. Donc, on a fixé une limite minimale de 20% hors biomasse, hein. Donc, géothermie et solaire doivent représenter au minimum 20%. C'est l'opérateur énergétique, il est obligé à la fin du contrat, hein, pour pouvoir toucher c'est de respecter ce contrat avec un nombre de mégawattheures, un nombre d'installations, et on a ajouté Mmh. aussi la mixité des énergies, puisque c'est vraiment les énergies thermiques peuvent être complémentaires sur plusieurs choses aussi. C'est notre volonté qu'on adresse la meilleure énergie pour le bon usage. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire sur l'obligation de résultat. Vous parliez d'opérateur, donc qui va être en gros responsable de la réalisation des objectifs de ces contrats et comment s'assurer que les résultats sont obtenus? La rémunération qu'on va donner à cet opérateur énergétique va être pour une partie fixe, mais pour une partie variable en fonction des résultats obtenus. Après, le porteur, c'est ce que je vous disais, ça pourra dépendre sur le territoire de la personne. Nous, en région PACA, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, hein, et ce qui est dans le tuyau pour ces opérateurs, on a un département, on a des syndicats d'énergie, on a des métropoles. Voilà, les porteurs peuvent être variés. Après, on essaye de couvrir l'ensemble de la région avec ces dispositifs. Ce Mmh. qui est important, c'est qu'on travaille aussi en collaboration avec nos partenaires. On n'est pas Insnelo, c'est-à-dire que la région est avec nous, hein, et que quand on va par ce type de contrat faire sortir des projets, on va aider en commun les installations qui vont sortir. Mmh. Quel est à votre sens les barrières les plus importantes pour que le solaire thermique soit réellement pris en compte par les collectivités? Moi, je pense qu'une des premières, c'est la connaissance du solaire. Souvent, quand je rencontre un maire, il me parle plus de photovoltaïque que de solaire thermique. C'est Mmh. que je pense qu'il faut qu'on arrive, hein, à faire connaître le thermique, et c'est pour ça que je parle beaucoup de vitrine, parce qu'une fois que ça sera dans le territoire qu'on aura mis de l'eau chaude solaire, ça sera important. Après, il y a quand même le prix du gaz, hein, et on va pas se cacher, hein, et aussi, il faut remonter une pente parce que les contre-références, une contre-référence, eh ben, fait beaucoup plus de mal que 20 opérations réussies, hein. Mmh. Donc on se dit, on est sur un territoire, ben, on va être là au bon moment, on va voir où ça marche pas et on va aider à améliorer la chose, et comme ça la contre-référence n'en est plus une et on va pas toujours pointer celle-là: «Oui, mais là, ça ne marche pas», et on parle pas des 19 autres qui sont à côté, qui marchent très bien. Mmh. Merci beaucoup. Je me tourne vers Guillaume Perrin à présent, chef du service des réseaux de chaleur et de froid de la FNCCR. Est-ce que vous faites ce constat, vous aussi, que le solaire thermique est mal connu des collectivités? Est-ce que vous êtes, est-ce qu'on peut libérer le micro de Guillaume Perrin, s'il vous plaît? C'est Essayez de bon. parler. Vous Voilà, m'entendez? je vous entends. Parfait. Alors du coup, excusez-moi sur la question, c'est est-ce qu'on fait le même constat que ce que présentait Brigitte sur la dynamique du Exactement. Est-ce solaire? que c'est mal connu des collectivités ou voilà. Absolument. C'est vrai que c'est un souci, savoir que quand on pense, déjà on a un tropisme naturel en France où quand on pense énergie, on pense à une énergie en particulier. Quand on pense énergie renouvelable, on pense d'abord à l'énergie électrique et enfin on va chercher l'énergie thermique. Donc on constate la même chose sur la partie solaire, à savoir qu'effectivement,
quand on parle de solaire, c'est naturellement au mieux, encore une fois, le photovoltaïque qui est mis en avant. Ce qui est plutôt dommage, en effet. Donc, il y a ce côté faire savoir, faire connaître qui est particulièrement important. Donc, on a besoin de ces projets vitrines pour porter un peu la dynamique. On a besoin aussi d'avoir une animation qui soit faite à bonne échelle. D'une part, à l'échelle nationale, c'est ce que fait notamment l'ADEME, l'ensemble des interprofessions comme Enerplan et des associations d'élus, mais également de réussir à avoir des animations très proches du territoire. L'exemple des contrats justement d'objectifs dont parlait Brigitte juste avant est assez éclairant à cet égard. Peut-être revenir sur un point, Brigitte met en avant le fait qu'il fallait faire attention aux contre-références. C'est vrai, c'est assez important, notamment la plupart des contre-références viennent du fait qu'on n'a pas forcément mis en place de contrat de suivi. On a bien mis en place l'installation. Par contre, c'est la partie exploitation maintenant de son terme qui peut pêcher, à savoir que c'est un savoir aussi technique spécifique. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des contrats de maintenance et une mise en service dynamique comme le promeut la dynamique Socol justement sur le site du solaire collectif qui est porté par tous. Il me semblait que justement, oui, c'était des pratiques qui commençaient à se normaliser grâce au travail fait par Socol. Vous semblez dire que ce n'est pas encore le cas? Ici, c'est le cas, justement. En fait, la dynamique des contre-références, c'est un discours qu'on avait beaucoup il y a une dizaine d'années encore pour le coup. Il y a encore quelques éléments isolés, ça et là, qui restent malheureusement, comme le bris de dit Brigitte, pour un projet. Il n'y en a pas 19 qui marchent derrière, mais il y en a 100, 150 qui fonctionnent très bien. Parfois, on met l'accent un peu trop sur celui-ci. Et l'élément majeur qui était mis en avant sur ces contre-références, c'était justement le manque de maintenance et d'exploitation. Donc maintenant, il y a eu des outils qui sont présents et qui sont systématisés et par l'ADEME dans ces différents cahiers des charges en incitant fortement les porteurs de projets à s'inspirer de cette dynamique-là, et aussi par tous les influenceurs, disons, positifs qu'on présente autour de table aujourd'hui, pour accompagner les collectivités, pour avoir les solaires thermiques le plus performants possible, avec tous les outils qui sont existants et qui fonctionnent très bien. Est-ce qu'à votre avis, il y a une collectivité qui est exemplaire et qui pourrait inspirer d'autres en France sur la question du solaire thermique, bien sûr? Alors, il y en a un certain nombre. Le plus dur est de choisir, chacune avec des approches différentes. Je pense à deux types de collectivités qui me viennent peut-être, enfin, il y en a un certain nombre. Je pense d'abord peut-être à la Corse sur le côté animation, puisque effectivement, ce dont on se rendait compte, c'est ce qui pêche, c'est l'animation au niveau local du solaire. Il faut cette animation en contrat justement d'objectifs territoriaux dont parlait Brigitte juste avant, mais cette animation aussi au niveau régional. Et la Corse a mis en place justement une dynamique très intéressante de porter un animateur solaire thermique sur l'ensemble du territoire. La deuxième bonne pratique qui est intéressante, c'est qu'ils ne sont pas partis dans l'idée de développer le solaire à tout prix, partout, tout secteur confondu. Ils ont cherché à prioriser l'action sur un certain type d'activité. En l'occurrence, le tourisme, qui est une activité assez importante en Corse, les campings en particulier, avec des surfaces qu'on peut utiliser de manière assez intéressante. Et avec cette priorisation de l'action sur un secteur donné et un animateur régional qui a permis d'animer toute cette dynamique-là, on a pu avoir une augmentation significative du solaire thermique. Et est-ce que vous, FNCCR, vous avez une action particulière pour que le solaire, la chaleur solaire soit promue auprès de vos membres? Je ne vous entends plus. Est-ce qu'on vous a coupé le micro? C'est bon, on me l'a remis. Alors, c'est dommage, je vais quand même partager ce que j'avais à dire. On a une dynamique effectivement de partage justement au niveau de la FNCCR, à savoir d'animation de filières, donc de partager toutes ces bonnes pratiques et d'accompagner, se faire savoir auprès des collectivités par organisation de colloques, d'interventions, comme c'est le cas aujourd'hui, et d'un certain nombre de webinaires, de guides aussi. On a travaillé sur le cadastre solaire, on a travaillé pour aider les collectivités à recenser leur potentiel aussi, puisqu'il y a le faire savoir, puis savoir où va se trouver l'énergie plus particulièrement avant de prioriser sur un secteur donné. Et puis, il y a une dynamique d'accompagnement très fort aussi qu'on mène sur les contrats justement d'objectifs territoriaux, à savoir que le solaire thermique, c'est pour les grands projets. En effet, il y a une dynamique qui est portée par l'ADEME au niveau national qui est très intéressante sur ce sujet-là. C'est au niveau local aussi, à une échelle justement bâtimentaire qui est intéressante à porter. Les contrats d'objectifs territoriaux, par exemple les syndicats d'énergie dont parlait Brigitte, mais les métropoles aussi, je pense à la métropole de Grenoble qui a une action très positive sur ce sujet-là, permettent ce développement très local du solaire en accompagnant encore plus localement qu'on ne pourrait faire à une échelle régionale et encore plus à une échelle nationale, la dynamisation et l'émergence de projets. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Vous pouvez nous rappeler? À Grenoble, la métropole de Grenoble a mis en place un contrat d'objectif territorial sur l'ensemble de son patrimoine et des communes membres de la métropole, avec un recensement d'une centaine de projets, géothermie, biomasse et solaire,
pour aboutir finalement à une priorisation sur une cinquantaine de projets, dont près d'un bon tiers, enfin plus d'un bon tiers, presque la moitié, est effectivement dédié à du solaire thermique. Donc, en moins de 2 ans, la métropole a déjà réalisé quasiment la moitié de ces projets, et l'autre moitié est en cours effectivement d'accompagnement des collectivités post-municipales encore une fois. Et on a cette action positive grâce au contrat d'objectifs dont parlait Brigitte juste avant, de développement local, qui est déjà mis en action sur une bonne partie du patrimoine qui avait été priorisé. Merci beaucoup Guillaume. Je passe la parole à votre confrère Nicolas Garnier. Vous êtes délégué général d'Amorce. Est-ce que vous aussi vous faites ce constat que les collectivités ne connaissent pas très bien les avantages du solaire thermique? On ne vous entend pas. Libérez le micro de Nicolas Garnier, s'il vous plaît. Je crois que j'ai récupéré le micro. Ça y est, on vous a. Bonjour à tous d'abord. Alors j'essaie de répondre à votre première question. Effectivement, est-ce qu'elles connaissent mal le solaire thermique? Je crois que comme tous les acteurs de l'énergie, c'est peut-être pas vers le solaire thermique qu'elles se tournent en premier. D'abord parce que elles ont une réflexion multi-énergie qui d'abord commence par des questions d'économie d'énergie et ensuite d'énergie renouvelable. Et puis ensuite, comme l'ont dit un certain nombre d'intervenants, et je crois que c'était dit aussi ce matin, on a aujourd'hui une difficulté majeure, c'est que le solaire thermique, au-delà de sa compréhension, pose une question d'attractivité économique qu'il faut clairement mettre en avant ou en tout cas améliorer. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on a tendance à dire à Amorce, vous savez qu'on est un peu les porteurs avec d'autres, mais un peu à l'initiative du Club de la chaleur renouvelable qui vise à développer la chaleur renouvelable, considérant qu'on parle beaucoup d'électricité dans ce pays quand on parle d'électricité renouvelable. Donc la chaleur renouvelable, c'est un peu le parent pauvre des énergies renouvelables, et dans la chaleur renouvelable, le solaire thermique est lui-même probablement un peu le parent pauvre de la chaleur renouvelable, qui parle plus facilement de biomasse, comme ça a été dit par Brigitte Guibault, ou voire de biogaz, de géothermie. Donc on a un double handicap à rattraper. Cela dit, on se rend compte aujourd'hui, par des études, Amorce vient de finir une étude qui essaie de montrer combien on met d'argent aujourd'hui sur un certain nombre d'énergies renouvelables et combien on économise d'énergie non renouvelable. On se rend compte que le solaire thermique est assez peu aidé finalement et mériterait des aides supplémentaires. Alors la question, les collectivités peuvent faire quoi? En fait, elles peuvent intervenir. Je crois que la première chose qui a été dit, en particulier par Valentin Lian, qu'on avait invité à un groupe de travail il y a quelques années, ça m'avait beaucoup marqué d'ailleurs, et il s'en rappelle peut-être. Oui. On a des SRADET et des PCAET qui ne disent pas tous, comme celui de la région Sud, des objectifs sur le solaire thermique. Donc, si vous n'avez pas déjà un objectif à l'échelle régionale sur le solaire thermique, c'est ensuite compliqué de le décliner à l'échelle d'un PCAET. Ils n'en ont pas tous. Ensuite, une fois que vous avez un objectif là, ça a été dit par Valentin, l'un des éléments de faiblesse, c'est qu'ensuite, on a du mal à le transposer dans la vraie vie, et en particulier dans le PLU. Et aujourd'hui, Amorce a fait un gros travail en partenariat avec l'ADEME pour montrer comment le PLU peut être un formidable outil, en plus du cadastre solaire, qui est un grand classique désormais, pour favoriser d'une part, mais aussi imposer l'utilisation des énergies renouvelables, et en particulier du solaire thermique, j'allais dire zone par zone. Et je crois qu'il faut vraiment que les énergéticiens qui nous écoutent s'approprient les PLU comme de vrais outils de politique énergétique, alors qu'aujourd'hui, on s'arrête souvent au PCAET, on écrit un objectif, on donne quelques aides, et puis malheureusement, ça coince quand dans la vraie vie, il va falloir construire ou rénover. Et là, c'est en lien avec le PLU directement. Donc ça, c'est. J'espère que tout le monde connaît les acronymes que vous. Plan local d'urbanisme. Souvent, vous devriez mettre une cagnotte avec un nouveau à chaque fois. Vous allez voir, au bout d'un moment, on est très pauvre. Non, effectivement, c'est le plan local d'urbanisme qui est le document de planification de l'urbanisme et de l'habitat d'un territoire. Et en fait, on se rend compte qu'écrire 32% dans un SRADET, puis l'écrire dans un PCAET, c'est faisable. Ensuite, le mettre en œuvre à l'échelle des projets d'urbanisme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'appelle vraiment à une appropriation de ces documents d'urbanisme. Il y a plein de solutions dans cet outil qui permet de développer le solaire. Ensuite, le deuxième grand axe dont on doit parler pour les collectivités locales, c'est quand même les réseaux de chaleur qui ont été un peu évoqués tout à l'heure. Il faut savoir que plus c'est gros, plus le solaire devient un peu plus rentable. Alors gros, ça reste modeste quand même. Aujourd'hui, la dizaine de réseaux de chaleur alimentés au solaire dépasse rarement les 10 mégawatts, sont souvent plutôt en dessous du mégawatt, mais c'est déjà des projets très intéressants. Je pense à Vorep, à Châteaubriand, à Creusewald et à d'autres, à Balma, à Julignac. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a des approches de projets, j'allais dire, semi-industriels, dans lesquels on va quand même arriver à produire du kilowattheure thermique à des tarifs intéressants. Amorce réalise une enquête sur les prix de vente de la chaleur en France et on se rend compte qu'un certain nombre de réseaux de chaleur solaire sont
compétitif, voire très compétitif. Alors, il ne faut pas se cacher la face, c'est principalement dû à l'ADEME et au fonds chaleur qui le sont. Sans, ils auraient du mal à trouver leur compétitivité. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a des projets qui sont compétitifs. Là, je me permets quand même une petite réserve. Il y a aussi des projets où on a un peu accumulé les challenges, si je ne veux pas dire de bêtises. C'est-à-dire, on met du solaire, ce qui est une énergie un peu nouvelle dans les réseaux de chaleur qui consomment surtout du bois, de la géothermie, de la chaleur de valorisation énergétique des déchets principalement. Et ensuite, on a fait ça sur une zone d'activité nouvelle qui consomme peu d'énergie. Et l'une des difficultés de la chaleur renouvelable, c'est que si vous la mettez là où ça consomme peu d'énergie, vous avez du mal à rembourser les investissements initiaux. Donc, il faut accepter l'idée qu'on va développer ce type de projet là où ça consomme un peu plus d'énergie, ce qui ne veut pas dire ne pas être efficace, sinon Yann va me taper sur les doigts. Plus sérieusement, il y a vraiment aujourd'hui un potentiel énorme et ce qui manque, c'est une dynamique. C'est pour ça qu'on a proposé au ministère il y a quelques mois, pour l'instant ça a été refusé, l'idée d'un club des collectivités solaires, plutôt pour le solaire thermique que pour le photovoltaïque, parce que globalement, le photovoltaïque n'a pas besoin de nous pour se développer grâce à un système d'achat ou de tarifs de complément de rémunération plutôt intéressant. Mais il nous semble qu'il y a aussi une dimension de sensibilisation, de mobilisation des élus. Je rappelle qu'on rentre dans une phase où on va avoir des nouveaux élus avec des nouveaux mandats. Nous, on déclenche une grande vague de formation et d'information des élus locaux avec des guides qui vont sortir dans 2 semaines, l'élu et l'énergie, qui vise à être le livre de chevet des 6 ans des nouveaux élus. Il faut absolument qu'on leur parle de solaire thermique parce qu'effectivement, ce n'est pas la première chose qu'ils vont regarder. Il y a quelque chose qui m'a noté, j'ai reçu une petite note de votre part où vous évoquiez de s'inspirer de ce qui a été fait par Place au Soleil, qui a donné une certaine visibilité au solaire photovoltaïque pour le coup, sur l'aspect volet thermique. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire. Place au Soleil thermique. Ouais, voilà, il faut faire une place j'allais dire, en pleine lumière à cette énergie-là. C'est vrai que quand on regarde, je parle du côté des réseaux de chaleur, on va plus facilement vers le bois, on va plus facilement vers la géothermie. Quand on veut faire des énergies renouvelables, on va plus facilement vers le solaire photovoltaïque ou l'éolien parce qu'ils sont visibles, parce qu'on en parle beaucoup. Et en fait, il y a un immense potentiel. Alors maintenant, si j'anticipe sur la question de pourquoi ça ne se développe pas, le constat qu'on fait, donc il faut absolument maintenant que le solaire thermique soit de tous les documents de planification nationaux. C'est le cas, mais vous savez qu'on est quand même très très loin de la PPE. Le solaire thermique est quand même l'une des rares énergies où on a réduit la voilure. C'est quand même triste de dire ça. C'est-à-dire qu'on avait une PPE qui donnait un objectif, on a une deuxième PPE qui donne un objectif plus bas. C'est même pas bon signe. Hein. Donc, il faut revoir les objectifs à la hausse. Ensuite, il faut que ce soit dans tous les SRADET, donc les schémas régionaux d'aménagement du territoire pour ne pas payer 1 euro. Ensuite, dans tous les PCAET. Ensuite, dans tous les PLU. Donc plan climat et plan locaux d'urbanisme. Et ensuite, il faut quoi? Il faut quand même, et là on va prendre un peu de hauteur, que la chaleur renouvelable soit attractive économiquement. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour un monteur de projet, aller vers l'électricité renouvelable, c'est la garantie d'un tarif d'achat ou un complément de rémunération, donc une recette sûre. Aller du côté de la chaleur, c'est se voir régulièrement comparé au gaz. Et il se trouve qu'on est dans une période post-Covid en particulier où le gaz n'est pas cher. Donc, le grand combat qu'on a amené après avoir mené le combat de la TVA 5,5 qu'on a gagné il y a quelques années, qui était quand même un booster énorme pour la chaleur renouvelable, dont le solaire qui a été réintégré, et puis la création du fonds chaleur qui, en plus, a maintenant des conditions de calcul plus avantageuses pour les énergies renouvelables thermiques et le solaire. Le troisième point, maintenant, c'est d'obtenir ce qui vient d'être annoncé dans le plan de relance, mais uniquement pour les industriels, c'est un fonds de compensation carbone. Je m'explique. En fait, on sait tous qu'un décideur qui prend une décision de faire une installation solaire thermique, il va tout de suite te poser la question, oui, mais si dans 4 ans, le gaz est moins cher, même malgré les aides, finalement, je vais être perdant. Et donc, la proposition faite par le gouvernement consiste à dire, on va créer un fonds, c'est une taxe carbone à l'envers, en fait. On va créer un fonds qui fait qu'à chaque fois que vous aurez votre prix de l'énergie thermique plus cher que l'énergie de référence, ce fonds se déclenchera de manière à compenser la différence. Tout d'un coup, pour le décideur public, ou pour le décideur privé d'ailleurs, vous avez une sorte de garantie qu'à tout moment, vos usagers, que ce soit vous-même ou des gens à qui vous vendez votre chaleur, vont avoir une énergie thermique solaire, dans le cas présent, compétitive. Et ça, c'est un élément majeur du débat parce qu'aujourd'hui, là, je reprends ma casquette collectivité. Si vous dites à un élu local, vous allez faire un réseau de chaleur solaire thermique, mais je suis incapable de vous dire si dans 3 ans, avec le niveau d'aide que vous allez avoir, vous serez toujours compétitif par rapport à un gaz qui continue à plonger, avouez que vous n'emballez pas les foules. Donc, il nous faut absolument un dispositif qui vient. On devait avoir la taxe carbone beaucoup plus élevée, qui devait compenser, mais qui devait handicaper beaucoup plus lourdement les solutions fossiles. On ne l'a plus. Bon, eh ben, il faut un dispositif de compensation de manière à ce que ceux qui ont fait le choix courageux, mais en même temps absolument nécessaire des énergies renouvelables thermiques, qu'ils soient compensés de la différence si le gaz ou le fioul descendent.
C'est vraiment le combat des 3 prochains mois dans le plan de relance. On rencontre d'ailleurs le conseiller du président de la République après-demain. Et c'est là l'une de nos 3 principales mesures. Il faut maintenant que le dispositif permette la lisibilité pour les décideurs locaux, lisibilité sur le prix de la compétitivité, y compris pour des usagers. Vous ne pouvez pas dire je vais vous chauffer avec un réseau de chaleur solaire thermique, mais je ne peux pas vous garantir la compétitivité. Ça ne marchera pas. Et vous qui êtes dans le secret des salons gouvernementaux, la taxe carbone ne risque pas de repartir à la hausse. C'était quand même un projet à long terme, à longue vue. Est-ce qu'on ne va pas reprendre les travaux là où on les avait arrêtés avec l'arrivée des Gilets jaunes? J'aimerais vous dire oui, mais la réponse est non hein, pour le moment. C'est-à-dire que pour avoir eu, alors je ne suis pas de tous les couloirs, mais en gros, la principale préoccupation aujourd'hui du président de la République et du Premier ministre, c'est de faire atterrir la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui n'est pas simple. Je vous rappelle que même cette convention a été créée au moment où justement on a commencé à voir les gilets jaunes se lever, et ça a été une des réponses hein, parmi d'autres, il y en a eu d'autres. Et aujourd'hui, il va falloir faire atterrir ce dispositif. Le problème, c'est que ce dispositif, et moi pour avoir été membre, faisant partie des experts qui ont été auditionnés, il y a eu une crispation sur la taxe carbone des citoyens, des 150 tels que vous avez sûrement vu que leurs conclusions n'abordent même pas le sujet. Donc aujourd'hui, on a quand même un portage par le terrain qui est extrêmement léger. Nous, ce à quoi on croit, et ce qui est notre proposition depuis maintenant 6 mois, c'est qu'il faut un pacte fiscal environnemental. Parce que ceux qui croient, et c'est valable dans le domaine de l'énergie, mais c'est valable dans le domaine des déchets et de l'eau, qu'on peut faire la transition écologique sans une fiscalité environnementale, se mettre le doigt dans l'œil. Il faut à un moment donné un mélange entre des bonus et des malus. Et s'il n'y a pas les malus sur les énergies les plus carbonées, comme il peut y avoir des malus, on va aussi proposer ça au président de la République, un malus sur le plastique, en particulier sur le plastique vierge, il est clair que la solution renouvelable ou la solution recyclable est rarement compétitive. Donc, à un moment donné, il faut assumer cette fiscalité pourvu qu'elle soit claire, juste, lisible, et surtout que la recette soit affectée aux process les plus vertueux. Dit autrement, si la taxe carbone avait été affectuée massivement à la rénovation et aux énergies renouvelables, on n'aurait peut-être pas eu gilet jaune. En tout cas, c'est ce que l'on croit. Les Français ne sont pas idiots, ils ont besoin de justice et de cohérence. Il a manqué un peu de justice et de cohérence dans la taxe carbone. Nous, on croit à la fiscalité carbone, mais il faut un pacte national. Ce qu'on va vous enlever d'une main, on va vous le redonner de l'autre, sous la forme de soutien aux solutions vertueuses. Et ça n'a pas été complètement fait. Le plan de relance l'esquisse un peu, donc il faut espérer que ce plan de relance aille plus loin et utilise massivement cette fiscalité carbone pour accompagner les Français, et auquel cas, peut-être que dans 2-3 ans, en tout cas, moi, je fais ce pari-là un peu audacieux qu'un jour, on se réveillera et on se dira bien sûr qu'il faut une fiscalité carbone, parce que sinon, on ne saura pas financer la transition écologique. Merci Nicolas. Restez en ligne, il y aura encore des questions pour vous par la suite. On va redescendre des grandes installations pour revenir au bâtiment avec vous, Yann Dervin. Je vais vous présenter pendant qu'on ouvre votre micro pour éviter les temps de latence. Donc Yann Dervin, vous êtes directeur du collectif Effinergie. Et c'est vous qui avez notamment mis en place le label BEPOS, bâtiment à énergie positive, qui a connu un fort succès au cours des dernières années. Peut-être un peu moins dans les années à venir, c'est ce qu'on va voir. Donc, ma première question à vous, ce serait comment se situe le solaire thermique sur ces bâtiments énergie positive? Est-ce que c'est une énergie efficace pour concevoir un tel bâtiment? Oui, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Oui. Le but d'Effinergie était de diminuer la consommation d'énergie dans les bâtiments, mais aussi quelque part, vu que la plupart des membres fondateurs et membres actuels d'Effinergie sont quand même plutôt des passionnés des énergies renouvelables, c'était aussi de laisser une place ou de prévoir une place presque de droit aux énergies renouvelables dans les labels Effinergie. Chose qui s'est concrétisé en particulier pour le solaire thermique au départ sur le label BBC Effinergie et qui a un peu évolué au fur et à mesure puisqu'on a vu petit à petit d'autres technologies apparaître, notamment sur le chaud solaire, les chauffe-eau solaires thermodynamiques, les chauffe-eau thermodynamiques, pas solaires justement, qui ont un peu pris des parts de marché, mais peut-être qu'on y reviendra. Le bâtiment énergie positive, quant à lui, donc c'est un concept qu'on a sorti en 2013 chez Effinergie, qui a eu effectivement un succès important, qui était au fait dans la lignée, et c'est pas
un hasard des travaux du Grenelle de l'environnement, alors quand on commence à faire ancien combattant quand on parle de ça maintenant, parce que il est un peu aux oubliettes maintenant, le Grenelle de l'environnement, mais toujours est-il que on prévoyait dans ce Grenelle de l'environnement une généralisation des bâtiments à énergie positive en 2020, pour ceux qui s'en souviennent. Sauf que la réglementation, effectivement, 2020, dont on a un peu parlé là ce matin dans la conférence, dans les états généraux, voilà, ne prévoit plus ce bâtiment énergie positive comme une référence obligée pour respecter cette réglementation. Bon, le label BEPOS, en tout cas, il avait été conçu de manière à pouvoir valoriser au maximum toutes les énergies renouvelables, et le solaire thermique avait vocation a vocation, et il a fait, à y prendre sa place en diminuant directement toutes les énergies fossiles qui n'étaient pas utilisées, puisqu'en fait, c'était tout simplement un bilan entre énergie non renouvelable moins énergie renouvelable moins production d'énergie renouvelable devait être inférieur ou égal à 0 avec un écart autorisé, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc voilà. Vous pourriez quand même dire, est-ce que le solaire thermique était bien valorisé par le label Effinergie? Est-ce que ça facilitait l'obtention du label BEPOS? Alors, vous m'obligez à faire un petit historique dans ce cas-là. Pas trop long, alors. Bon. Oui, pas trop long. Quand on a lancé le label BBC Effinergie, parce que tout vient de là, en 2007, le label BBC Effinergie sur le neuf, 2009 sur la rénovation, on avait plus de 50% de chaleur solaire, chaleur eau chaude solaire produite par du solaire thermique, plus de 50%. Si on prend la moyenne des labels Effinergie à ce jour, donc en cumulant tous les labels, ce soit en neuf ou en rénovation, on est actuellement à 29,6% exactement de solaire. Donc ça montre finalement une certaine dégradation au fur et à mesure du temps de la quantité de solaire dans nos labels. Et si on prend le label Effinergie Plus, qui lui est sorti en 2012, on est à 20,8%, donc à comparer au BBC où on était à au-delà de 50%. Et si on prend en rénovation, on est à peu près à 16,5% d'eau chaude solaire par rapport aux autres médias, on va dire, aux autres possibilités de faire de l'eau chaude. Et on constate en fait au fur et à mesure du temps, au départ, on va dire un enthousiasme important pour le solaire thermique au moment où le BBC est sorti, avec beaucoup de projets qui avaient recours au solaire thermique. Et puis au fur et à mesure, pour plein de raisons qu'on a évoquées déjà et que d'autres ont signalé aujourd'hui, notamment par rapport à l'image qui s'est dégradée par rapport aux contre-références, et ben petit à petit, les porteurs de projets se sont détournés du solaire thermique et des nouvelles technologies sont apparues. C'est aussi un peu de notre faute, c'est-à-dire à partir du moment où on a une exigence performantielle sur les bâtiments, et ben, il y a des équipements qui essaient de se placer, qui arrivent peut-être mieux à tirer leur épingle du jeu dans les calculs réglementaires, parce que tout ça derrière, il y a des calculs réglementaires qui ne sont pas anodins. C'est-à-dire par un biais de calcul, vous pouvez très bien favoriser une énergie par rapport à une autre, volontairement ou involontairement, hein, mais ça peut être volontaire. Et donc, on a vu apparaître notamment la chaleur thermodynamique pour l'eau chaude. Et c'est très vrai sur les maisons individuelles, sur les nouveaux labels. Et voilà, avec on ne peut pas parler de progression de solaire, on a vraiment une diminution de la part solaire dans les bâtiments, même labellisés, c'est-à-dire même cherchant un niveau de performance important. Alors moi, j'aurais quand même deux questions à cet endroit avant de poursuivre. Ça veut dire que est-ce que les autres systèmes se placent parce qu'ils ont un impact carbone meilleur que le solaire ou c'est parce qu'ils ont une meilleure puissance commerciale derrière? En gros, quel est l'intérêt du solaire dans un bâtiment BEPOS, à la fois sous l'aspect énergie et sous l'aspect carbone? Eh ben, tu as presque répondu à la question avec ta question. Effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont une force commerciale importante, qui ont réussi à, on va dire, poser et imposer finalement des solutions
peut-être par voilà, des solutions pas 4G, un peu plus commerciales. Il faut voir que ceux qui construisent les bâtiments, c'est des promoteurs, c'est des constructeurs de maisons individuelles. Bon, et ils ont peut-être intérêt à aller chercher des solutions qui sont un peu plus, on va dire, assemblées, packagées, faciles à mettre en place, plutôt qu'aller chercher des solutions solaires qui l'étaient moins. Alors, ça avait beaucoup évolué, et heureusement, hein, et il faut maintenant qu'on arrive à retrouver cette place du solaire dans les bâtiments, solaire thermique. C'était la deuxième question. Comment est-ce qu'on inverse la tendance, en fait? Sur quels arguments? Puisque on traîne effectivement dans le solaire thermique ces contre-références, mais elles sont derrière nous. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va de l'avant et comment on redore un peu le blason du solaire dans des bâtiments très efficaces et pas forcément aux normes de la réglementation énergétique environnementale, 2020. Des bâtiments vraiment performants. Peut-être qu'il faudrait analyser le rendement réel des installations autres que solaires qui sont installées. Je pense notamment aux solutions thermodynamiques. C'est aussi des solutions qui, dans le temps, vont poser pas mal de problèmes, que ce soit de relargage de fluide ou tout simplement de performance qui risque de se dégrader sans même forcément qu'on se rende compte facilement, hein. Donc, je pense qu'on a maintenant du solaire thermique qui est sous le regard, sous le contrôle de tout le monde, et c'est très bien. Peut-être que si on le faisait de la même façon sur d'autres types d'énergie, on aurait des surprises et les contre-références arriveraient aussi pour ces autres, voilà, ces autres systèmes énergétiques. Bon, ceci dit, pour du coup pouvoir intégrer de manière plus importante le solaire thermique sur les bâtiments de maintenant et de demain, alors, je ne sais pas si la RE 2020 va nous y aider d'ailleurs, c'est mal parti en tout cas pour le moment, puisqu'on a plutôt une réglementation qui est calibrée pour, on va dire pour l'énergie électrique et enfin, on va dire en général et en particulier pour les pompes à chaleur. Donc la situation, en tout cas, qui se dessine est pas forcément, enfin, je suis pas forcément très optimiste par rapport au solaire thermique ou aux autres énergies renouvelables d'ailleurs, sauf l'énergie renouvelable pompe à chaleur. Celle-là, elle devrait normalement facilement tirer son épingle du jeu de la future réglementation. Valérie Laplagne l'a cité tout à l'heure, hein, il y a des problèmes de moteurs de calcul qui prennent en compte un rendement insuffisant sur certaines installations, qui ne prennent pas en compte certaines configurations, qui font qu'on risque d'exclure par le simple calcul des solutions thermiques. Par contre, les solutions autres, comme les thermodynamiques, elles, dans le calcul, elles sont nickel, bien prises en compte, voire surévaluées dans leur performance. Pardon, voilà, si je peux interrompre là, mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas concevoir les bâtiments à l'inverse, pas commencer par le moteur de calcul, mais concevoir des bâtiments vraiment performants et ensuite faire tourner le moteur pour savoir s'ils rentrent dans les cases et non pas se baser seulement sur le moteur de calcul. C'est-à-dire non plus avoir voilà, comme mesure la réglementation, mais on va dire plutôt s'inspirer des bonnes pratiques et des meilleures pratiques pour concevoir des bâtiments performants. Ah, c'est parfait ce que tu viens de dire, Vincent. Il faut l'écrire en lettres d'or dans la future réglementation, mais je reparle de réglementation. Donc, c'est vrai qu'il faut, évidemment, la réglementation n'est pas un élément de conception de bâtiment, mais la réglementation, c'est celle qui va te marquer l'ensemble des filières, qu'elles soient industrielles ou artisanales, enfin, en tout cas, toute la chaîne de construction, pour les 10 ans qui viennent. Enfin, la RE 2020 va s'inscrire dans cette lignée-là. Donc, quand on veut faire à minima ce qui est obligatoire de faire, tu suis la réglementation. Quand tu veux faire mieux, tu fais ce que tu veux, et tant mieux, tu peux concevoir des bâtiments évidemment bien plus optimisés et plus efficaces, et à minima respecter la réglementation. Alors, dans ce cadre-là, nous, on va continuer à travailler aussi sur la possibilité liée à cette RE 2020. Je parlais du BPOS abandonné tout à l'heure, d'avoir un label plus exigeant que la réglementation 2020. On y travaille avec un groupe issu du plan bâtiment durable qui s'appelle RBR, pour ceux qui connaissent. Bref,
parce que pour que le solaire thermique et les énergies renouvelables puissent avoir vraiment leur place, toute leur place dans les bâtiments de demain, il faut qu'on ait des critères qui soient suffisamment ambitieux et qui valorisent les particularités des énergies renouvelables, c'est-à-dire la faible consommation d'énergie, on va dire fissile ou fossile, et puis le faible impact carbone de ces énergies. Voilà. Et donc le solaire thermique, c'est celle qui a le rendement le meilleur, le moins d'impact carbone possible, et qu'il faut absolument utiliser sur les bâtiments pour pouvoir arriver aux objectifs qu'on a tous en commun sur la diminution de nos consommations d'énergie et la pénétration des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment inconcevable que sur les bâtiments, on ne fasse pas l'effort nécessaire pour y mettre du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. Et là aussi, si on a le temps, on peut parler un peu de la concurrence entre les deux par rapport aux différentes orientations. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. On n'aura pas le temps, parce que justement, Voilà. je trouvais que cette phrase faisait une belle conclusion pour cette table ronde. Mais on va quand même prendre le temps de prendre quelques questions. Edwige, si tu m'entends. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a eu des questions du public? Alors, on a deux questions principales. Une qui serait pour l'ADEME, qui revient sur la difficulté que peuvent avoir des maîtres d'ouvrage, notamment des collectivités, mais aussi des copropriétés. Au niveau des délais de traitement, donc un participant qui nous fait témoignage de plus de 8 mois d'attente entre le moment où la première marque d'intérêt est posée et l'accord des primes, et qui conduit à certains maîtres d'ouvrage finalement de se décourager et de laisser tomber. Alors comment peut-on envisager de réduire ces délais? Alors, si vous voulez, au niveau des contrats de développement, hein, chose que je n'ai pas développée tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir aussi de la gestion déléguée. C'est-à-dire que les aides seront instruites et gérées au niveau de ce contrat de développement, ce qui permettra, j'espère, de pouvoir diminuer les délais. Après, on passera toujours pour toutes les grosses installations par l'appel à projet solaire thermique, et alors là, les délais, mais les projets sont plus gros, sont plus complexes, et on s'engagera pas sur des délais d'instruction très courts, voilà, hein. Et puis en plus, c'est un appel à projet annuel. D'accord, oui, ça c'est bien clair. Par contre, alors en ce qui concerne du coup l'amélioration qui est prévue, au niveau justement des contrats de développement, avec cette délégation, est-ce que cela va également permettre de donner une garantie au niveau du porteur de projet? C'est-à-dire, globalement, au tout début du projet, que si évidemment, il respecte ce qui lui est demandé au niveau notamment des schémas, et cetera, du suivi, enfin tout étant conforme à votre cahier des charges, en fait la subvention lui sera accordée sur le prix. Alors oui, on s'appuie sur le système d'aide de l'ADEME. On a des aides forfaitaires et il y aura le même type d'aide dans tous les contrats de développement. Il y a provenant de l'ADEME. Après, il peut y avoir un autre partenaire, hein, qui vient bonifier ces aides, hein. Mais les aides qui sont dans ces contrats sont des aides forfaitaires, et on peut, dès qu'on a le nombre de mégawattheures, pouvoir calculer, hein, son aide, et qui sera similaire. Voilà, donc je peux avoir un engagement si le contrat, si les critères effectivement sont respectés. Et puis une chose qu'on n'a pas dit par rapport au plan de relance, c'est que sur le fonds chaleur, pour l'année prochaine, nous avons une augmentation du fonds chaleur de 100 millions. Donc, on va avoir des enveloppes, hein, qu'il y ait beaucoup de projets, et vous inquiétez pas, on va les aider. D'accord, Voilà, c'est très le bien. message de la journée, ça. Bon Envoyez vos message. projets. Merci. Et une autre question qui est, Peut-être une dernière, du coup. oui, la dernière question, qui donc revenez sur la question de évoquer, enfin la suggestion, ou même la volonté d'amorce, donc évoquée par Nicolas Garnier, d'aller vers une fiscalisation, en tout cas une fiscalité carbone
pour aller dans le bon sens. Et la question est, quid d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe? Voilà, Nicolas Garnier. rentrer dans un débat, je suppose qu'on a 2 heures pour répondre. Non, on a une minute à peine. Voilà, c'est une mécanique un petit peu compliquée, la taxe carbone aux frontières. D'ailleurs, les conditions d'assiette, les niveaux posent des questions, même aujourd'hui entre États membres. Donc, le concept a été acquis. Il y a même un horizon de mise en œuvre pour 2023 de mémoire. Mais on est très, très loin de savoir comment va fonctionner cette taxe aux frontières. En tout cas, il y a des négociations qui ont démarré il y a maintenant 1 an et demi. Je pense qu'on est loin d'être stabilisé. Mais puisque j'ai la parole, je me permets quand même aussi un message d'espoir. C'est pour aller rebondir sur ce qu'a dit Brigitte Guibaud. Non seulement l'ADEME a plus d'argent, ce qui est une très bonne chose, elle l'a sur une plus longue durée. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité de 3 ans qui est très importante pour eux. Et nous, on s'est beaucoup battu pour que l'ADEME ne soit pas obligée de mettre un cierge à Saint-Rita en septembre de chaque année au moment du PLF. Donc, elle va avoir plus d'argent plus longtemps. Et puis, ce qui a été la négociation de l'année dernière sur la chaleur renouvelable et sur les réseaux de chaleur, c'est qu'elle a une capacité à rendre par son aide le projet plus attractif pour l'usager, en particulier dans les réseaux de chaleur, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, l'une des grosses difficultés, c'est l'aide que donne l'ADEME aujourd'hui ne dit pas ce que sera l'état des énergies concurrentes dans 3 ans. C'est ça la grande difficulté de l'aide à l'investissement. C'est pour ça qu'on commence à réfléchir, et j'espère pas trop dévoiler, mais je pense que, en tout cas pour avoir eu Fabrice Boissier il n'y a pas très longtemps, il y a une vraie réflexion de fond à l'ADEME sur ce que va être ce fonds de compensation, qui est vraiment un outil, peut-être que je n'ai pas été assez précis tout à l'heure, mais il faut vraiment que tout le monde regarde ça d'assez près, parce que ce qui manque aujourd'hui aux énergies renouvelables thermiques, c'est une sorte de garantie que dans 4 ans, le projet sera toujours compétitif. Et aujourd'hui, quelle que soit la bonne volonté de l'ADEME, le niveau d'aide, il y a une difficulté. D'ailleurs, on vient de le voir, il y a des projets qui ont été aidés il y a 5 ans et qui aujourd'hui retournent voir l'ADEME en disant, en fait, ça ne suffit pas, je suis plus compétitif. Donc, il faut qu'on crée un dispositif qui permette aux monteurs de projet d'avoir une sécurité là-dessus. Ça, c'est assez essentiel. Et puis, dernier mot, il faut qu'on se batte tous ensemble pour éviter effectivement la manipulation des chiffres sur la réglementation énergétique des bâtiments, mais aussi sur le diagnostic de performance énergétique. Imaginez un élu local qui va dire « je monte un réseau de chaleur solaire thermique avec un appoint gaz, parce que généralement, il faut un appoint. Ce réseau de chaleur, il est super bon pour l'environnement. Vous ne vous émettrez que 100 grammes de CO2 par kilowattheure et que par un jeu de machiavélique de modification des calculs, la solution électrique dit eh ben moi, je suis à 79 grammes et je suis plus écolo que la solution thermique. Je crois qu'on sera un certain nombre à manger notre chapeau par ces modifications artificielles du bénéfice environnemental du chauffage électrique. À Amorce, on n'a rien contre le chauffage électrique. Par contre, on a beaucoup contre ceux qui manipulent les chiffres pour favoriser artificiellement le chauffage électrique par rapport aux énergies renouvelables et aussi par rapport à la bonne rénovation. Et l'enjeu de cette réglementation, c'est l'avenir des énergies renouvelables et l'avenir de la rénovation efficace qui est en jeu. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise. On est un certain nombre avec Négawatt, avec un certain nombre de syndicats professionnels, avec Enerplan qui est pour essayer de dire non, vous ne pouvez pas manipuler les chiffres pour à la fin dire qu'il n'y a que le chauffage électrique qui est bon pour la planète. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Garnier, pour cet appel à se rassembler. Je vais remercier nos 5 intervenants. On aurait pu continuer longtemps. Malheureusement, on a une autre table de ronde derrière qui nous attend. Je vous remercie tous les 5 d'avoir été présents aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr continuer à nous regarder, mais maintenant, je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras pour céder la place à nos intervenants suivants, que je vais dans la foulée inviter à leur tour à se connecter. Pour cette fois, nous parler actualité dans les régions, on va dire. Voilà, on a 4 acteurs qui vont maintenant prendre la parole et qui ont chacun à leur façon qui contribuent à promouvoir le solaire thermique dans leurs régions respectives, ou à une échelle plus globale pour certains d'entre eux. Donc, nous devrions avoir Alexandre Pauvert, Alexandre Pauvert, consultant énergie renouvelable du Centre de développement des éco-entreprises, plus connu sous l'acronyme CD2E. Moran Guillermic, chargé de mission d'Atlanson, qui est le cluster de la filière solaire du Grand Ouest. Maxence Olivard, qui est ingénieur du pôle formation de l'association Qualité ENR, et enfin Arnaud Hussenot, qui est chargé de mission de l'Agence locale de l'énergie et du climat,
de la métropole marseillaise, donc l'ALEC Marseille. Et l'on commence avec vous, Alexandre, donc du CD2E, avec un collectif qui n'est pas si ancien, le collectif Coresol, qui est le collectif régional de l'énergie solaire dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que le Coresol? Rapidement, s'il vous plaît. Alors bonjour à tous. Ouais, Bonjour. ça y est, le son est activé. Bonjour à tous, donc en effet Alexandre Pauvert du CD2E. Alors le Coresol, c'est un collectif d'acteurs que le CD2E a mis au point avec 3 autres acteurs, la région Hauts-de-France, l'ADEME Hauts-de-France et la Chambre de commerce. Donc ça c'est le noyau dur. Ce collectif d'acteurs, l'objectif c'est de fédérer des acteurs de plusieurs horizons, donc institutionnels, économiques et associatifs, pour relancer la filière solaire thermique dans la région Hauts-de-France. Alors, au niveau opérationnel, ça se traduit par des groupes de travail sur certains sujets bien spécifiques et des journées techniques ou alors avec une logique de club. Sur le solaire thermique, il est pas seulement régional, il concerne aussi les acteurs nationaux, puisque le marché est beaucoup plus petit que sur le photovoltaïque. Donc sur le photovoltaïque, on a plus d'acteurs régionaux. Sur le solaire thermique, on a également des acteurs plutôt d'envergure nationale, on va dire. Voilà en quelques mots ce qu'est le Coresol. Très bien. Vous vouliez aujourd'hui développer 3 points en particulier. L'action que vous menez en direction du logement social, le marché de l'injection au réseau de chaleur, et enfin l'offre de formation. Donc sur le logement social, en quoi a consisté votre action spécifiquement? En effet, en région Hauts-de-France, donc c'est ce qu'on voit sur la slide juste avant, en région Hauts-de-France, on constate un regain d'intérêt de la part des bailleurs sociaux sur le solaire thermique, avec notamment un bailleur social qui est Partenaire Habitat, qui a décidé de se lancer dans un contrat d'objectif patrimonial. Donc, dispositif qui est proposé par l'ADEME depuis peu. Et l'avantage qu'on a en région de France, c'est que ce dispositif-là est animé non seulement par l'ADEME, mais aussi par la région, ce qui permet d'avoir des contrats mixtes PV et solaire thermique. Donc ça, c'est aussi un avantage qu'on a dans la région. Donc Partenaire a décidé de se lancer dans ce type de contrat qui concernait à la base 3000 logements. Donc c'était en fait la sélection, c'était tous les logements en chauffage collectif classés en étiquette D. Parce que les étiquettes EFG étaient concernées par des travaux plus lourds de rénovation. Donc 3000 logements à la base. Ensuite, il y a eu toute une sélection selon une grille d'abord en interne qu'a Partenaire, selon l'orientation du bâtiment, le masque, l'espace en chaufferie, l'espace en toiture, la configuration de la toiture. Ensuite, Partenaire a fait appel à un bureau d'études qui était Artelia, pour avoir des critères un peu plus poussés comme la configuration du réseau de distribution, le surcoût lié à l'adaptation éventuelle au solaire thermique. Et ensuite, le Partenaire a une grille de critères techniques et financières, notamment par exemple les critères ADEME concernant la productivité ou le taux de couverture solaire. Et ensuite, Partenaire a eu ses propres critères financiers de dépenses d'exploitation et de maîtrise des charges pour les locataires. Alors, donc là maintenant, allez-y. Oui, allez-y, terminez. Non, simplement là maintenant du coup Partenaire s'apprête à signer ce contrat d'objectif-là. Donc les investissements vont venir début 2021. Et donc de 3000 logements, on en est maintenant à 400 logements qui vont profiter du solaire thermique et qui vont concrètement profiter de l'investissement dans la technologie. Alors il y a eu une grande différence entre les logements envisagés au départ et puis ceux qui sont en bonne voie de réalisation. C'est le cas? Oui, exactement. Comme je le disais, on était à 3000 logements à la base. Et puis ensuite, en appliquant une série de critères techniques et économiques, on arrive finalement à 400 logements concernés. D'accord. Et donc, nous, l'objectif, c'est l'objectif en région, nous, c'est de vraiment mettre en avant ce type d'opération-là pour pouvoir le répliquer avec d'autres bailleurs sociaux, puisqu'on sait que le logement social était quand même un vecteur de développement assez important et toujours un vecteur de développement assez important pour le solaire thermique. Donc, nous, l'objectif en région, c'est vraiment de mettre en avant cette opération-là pour que d'autres bailleurs montrent le même type de projet.
Donc, de faire école en quelque sorte grâce à ce premier Exactement. partenariat. C'est Autre ça. thème, les réseaux de chaleur. Vous avez cette fois lancé une étude pour intégrer le solaire au réseau de chaleur. Qu'a révélé l'étude? Alors, oui, exactement. Donc, cette étude a été financée par l'ADEME national, donc c'est pas nous, c'est les deux qui l'avons lancée. Mais comme le disait sur la table ronde précédente Monsieur Garnier, donc l'ADEME national a financé cette étude-là qui concerne en fait 30 réseaux de chaleur de la région Hauts-de-France qui sont étudiés en préfaisabilité par un consortium de bureaux d'études qui est Solenaire sur la partie solaire et Schaeffer sur la partie plutôt réseau de chaleur. Donc, c'est 30 réseaux de chaleur étudiés en préfaisabilité et 3 ensuite qui sont les plus favorables, on va dire, étudiés en faisabilité. Donc, cette étude montre un réel potentiel, elle est toujours en cours. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est aussi avoir un événement un petit peu de restitution de cette étude-là, puisque on a finalement, entre guillemets, que 2 ou 3 qui vont partir en faisabilité, qui sont choisis par les bureaux d'études et sur des critères, par exemple, techniques, comme par exemple les températures de retour. Est-ce qu'avec d'autres acteurs qui pourraient prendre en main ces études-là, il y a peut-être d'autres acteurs qui pourraient se positionner et un petit peu requalifier les réseaux de chaleur qui sont sortis de l'étude. Donc l'objectif, c'est aussi que cette étude ne reste pas dans les cartons et que peut-être d'autres acteurs prennent en main cette étude. C'est-à-dire que la trentaine de projets identifiés ne soient pas à tout jamais exclus pour le solaire thermique. Voilà, exactement. Je prenais l'exemple des températures de retour. On a par exemple Florence Saunier qui a une présentation aujourd'hui, TV Post-Solar. Voilà, est-ce que cet acteur-là pourrait un petit peu requalifier certains des bureaux d'études, des réseaux de chaleur qui ont été exclus par les bureaux d'études? C'est une possibilité. De la même manière sur d'autres critères. Vous lui poserez la question. Oui, on a déjà échangé là-dessus. Et enfin, dernier point rapidement, vous aviez aussi évoqué la formation. Ouais, tout Vous à avez fait. voulu répondre à un déficit de formation dans la région? C'est ça, à la fois déficit de formation et aussi déficit de professionnels qualifiés, notamment les installateurs Calisol collectifs, comme Monsieur Pio l'a dit ce matin. Donc, il y en a 11 au niveau national et nous, dans la région de France, on n'en a aucun, en fait. Et c'est pourtant une exigence de qualification demandée par l'ADEME sur les projets solaires thermiques collectifs. Donc, on a construit petit à petit un partenariat avec l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, pour amener les formations de l'INES dans la région de France. Donc, d'abord, des formations pour les bureaux d'études afin qu'ils puissent devenir qualifiés RGE par point 14. Donc ça, c'était les plus faciles, entre guillemets, à mettre en place puisque on n'a pas besoin de qualifier un plateau technique. Et ensuite, là, on est en train de qualifier un plateau technique à un lycée professionnel à Lille. Donc, c'est des échanges avec Monsieur Oliver de Qualité ENR, avec l'ADEME également, pour pouvoir faire des formations qualifiantes, donc Calisol collectif et Socol exploitant, ici dans la région de France, puisqu'on n'a pas de plateau qui soit susceptible de faire cette formation, mis à part les plateaux de fabricants privés. D'accord. Alors, pour conclure, quels sont les prochains événements ou missions que vous donnez? Alors sur l'animation du Coresol, donc on avait prévu une journée de l'énergie solaire en Hauts-de-France en septembre en présentiel à la base, qu'on a dû, un petit peu comme aujourd'hui, on a dû s'adapter, on a dû faire passer ça en cycle de webinaire. Donc on en a déjà eu un sur le solaire thermique, sur les grandes surfaces, et on en a un vendredi sur la fiabilité des installations solaires thermiques collectives, et ensuite un prochain sur l'intégration du solaire thermique sur tout ce qui est périmètre classé et bâtiments classés. Donc voilà, si vous souhaitez à la fois suivre ces webinaires et participer à la dynamique régionale, vous avez mes coordonnées dans la présentation. Merci beaucoup. On va partir maintenant vers le Grand Ouest avec Morane Guillermy, qui est chargé de mission d'Atlansen, le cluster de la filière solaire du Grand Ouest. Vous étiez, alors oui, avant toute chose, peut-être rappeler quel est le rôle d'un cluster dans l'écosystème, on va dire, des conseillers régionaux. Quelle est votre spécificité? Que faites-vous dans le Grand Ouest, pardon. Grand Ouest, ouais, bonjour à tous. Oui, donc Atlansen est alors même si aujourd'hui le terme cluster n'est pas forcément des plus positifs, on est en fait une association et on est là en fait pour accompagner, donc on est spécialisé solaire,
Depuis 2012 sur les Pays de Loire, depuis 2019 arrivé en Bretagne, l'idée est d'accompagner et de structurer l'émergence solaire, alors, photovoltaïque et thermique, et de construire en fait une dynamique en lien avec les acteurs locaux, tous les relais énergie, tous les conseils en énergie, les principales EPCI, et puis aussi de combler entre guillemets les trous dans la raquette pour justement les territoires qui n'ont pas forcément je ne vais pas dire la compétence, mais qui n'ont pas forcément l'expérience pour permettre l'émergence de solaire. Et donc, du coup, on arrive un peu, on est un soutien technique. Enfin, moi, du coup, j'interviens vraiment comme un soutien technique, justement, pour essayer de qualifier et surtout d'amener, autant que faire se peut, un porteur de projet jusqu'à l'étude, voire l'installation. On n'est pas bureau d'études, on ne se substitue pas du tout en fait au travail d'un bureau d'études et dans la mesure du possible, on ne se substitue pas non plus aux référents territoriaux qui eux ont normalement, enfin, qui sont plus à même à la fois de répondre aux sollicitations propres aux demandes qu'ils reçoivent sur leur territoire, mais aussi de les accompagner sur toute la genèse d'un projet. On est vraiment là en appui et non pas, entre guillemets, à récupérer une pseudo-casquette, puisque sur les deux régions, c'est compliqué aussi d'être partout et d'être actif. Voilà, entre Brest d'un côté et La Roche-sur-Yon de l'autre, en passant par Le Mans, le territoire est quand même large. Voilà aujourd'hui. Vous vouliez dire un mot de plus? Non, c'est… Non. Donc, vous étiez venu l'an dernier à Lille présenter une partie de votre action, notamment les notes d'opportunité pour l'installation solaire thermique et les notes de diagnostic, si je ne m'abuse, sur les installations existantes. Quel est le bilan de votre action sur ce sujet? C'est vrai que les notes d'opportunité, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez courant ou qui était déjà engagé, par exemple, sur les Pays de Loire. L'idée a été de permettre l'émergence de projets, donc d'accompagner par la réalisation, effectivement, d'une manière plus large, les notes d'opportunité aux deux régions. J'ai fait le point avec donc, les différents, à la fois ce que moi j'ai pu réaliser, mais aussi les notes qui ont été réalisées depuis fin 2018 sur les deux territoires. En gros, en un an et demi, en sachant que le Covid est passé par là, à peu près 120 notes d'opportunité solaire thermique ont été réalisées sur les deux régions, ce qui est quand même relativement bien, mais ça ne laisse pas présager non plus 120 études et encore moins 120 installations. Puisque beaucoup ont conclu que ce n'était pas pertinent ou d'autres, tout simplement, les porteurs de projets n'ont pas été plus loin. Malgré tout, en gros, il faut retenir qu'à peu près sur les deux régions, 16% ont été transformés en études et à peu près 14-15% en installation ou en projet d'installation. Donc, on va dire que c'est un taux qui est pas, voilà, on n'est pas 50%, mais on n'est pas non plus à 5 ou à 10%, donc c'est pas mal. Maintenant, ça permet aussi, je trouve, de mettre en exergue des problématiques qui sont connues et sur lesquelles il faut qu'on travaille. C'est d'essayer de répondre aux questions de pourquoi un porteur de projet ne va pas plus loin à partir du moment où il a été conforté sur la note d'opportunité, qu'il y a un accompagnement technique financier neutre, c'est-à-dire sans forcément avoir une étiquette d'une marque ou d'un bureau d'études en amont, puisque la note d'opportunité se veut être totalement neutre. Et donc, s'il n'y a que, on va dire, 16% ou 15% de taux de transformation, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'étude, c'est peut-être tout simplement qu'on n'a pas assez de bureaux d'études pour pouvoir répondre à ces sollicitations-là. Et je pense qu'effectivement, ça permet aussi de mettre ça en avant, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un trou dans la raquette par rapport à ça. Sur le volet études, alors effectivement, beaucoup de bureaux d'études se sont formés, mais ne sont pas forcément connus. Mais aussi parce que je pense que la filière, voilà, elle est en pleine reconstruction. Et on retrouve exactement la même problématique sur le volet installateur. Et là, justement, pour corréler, ou du moins pour essayer de pondérer ce qui a été dit ce matin sur le volet qualification par M. Puot,
Moi, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et surtout, alors là, je vais pas forcément me faire des amis, mais en tout cas, je me fais le relais de ce qui m'est rapporté en fait en région. Aujourd'hui, la problématique de qualification est un réel problème sur lequel il faut avancer et surtout aujourd'hui, on a une problématique, mais je pense qu'on l'abordera après, mais du coup, j'anticipe un peu. On a une problématique aujourd'hui de pseudo-concurrence entre deux organismes de formation qui Quali2NR d'un côté et Qualibat de l'autre, avec des problématiques d'éco-conditionnalité en fait des aides liées à on va dire à la qualité de la formation. Ça pose problème. C'est-à-dire que Qualibat, par exemple, est une équivalence donnée par rapport à ce que dispense Quali2NR, mais pour autant ne permet pas d'être éco-conditionnel par rapport aux aides. Et ça pose aussi une problématique sur lequel quand on a la formation Qualibat, on ne peut pas être RGE, c'est ça en clair? Non, Qualibat n'est pas reconnu RGE, ce qui pose du coup une problématique, c'est-à-dire que Qualibat propose à des installateurs la formation. L'installateur, lui, entre guillemets, il fait confiance aussi à son organisme et il se dit, bah voilà, moi, potentiellement, demain, je peux répondre à ça. Sauf qu'en fait, si on regarde le règlement de l'ADEME, Qualibat, à proprement parler, ne rend pas éligible en fait aux aides. Il faut quand même suivre la formation Quali2NR. Et de la même manière, Quali2NR qui disait ce matin qu'en fait, on pouvait, si on n'avait pas les installations, on pouvait être reconnu probatoire. Je connais très peu d'installateurs aujourd'hui à pouvoir récupérer ce volet probatoire sans vraiment à faire des pieds et des mains administratifs pour y aller. Alors effectivement, il faut peut-être y passer du temps, c'est peut-être un passage obligatoire, mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas une certaine remise en question et un allègement ou un accompagnement des installateurs vers ça, on va toujours, et cette pénurie d'installateurs, ce trou dans la raquette, il va se reproduire et on va avoir du mal à faire émerger encore plus de projets. Peut-être que Maxence Olivard pourra répondre brièvement après à votre interpellation. J'aurais quand même voulu vous faire aborder un thème. Là, on n'aura pas le temps d'ouvrir malheureusement ce débat sur la qualification, mais vous avez donc relevé un manque de formation dans votre zone. On ne parle plus de région puisque vous avez deux régions. Qu'est-ce que vous avez fait pour combler ce trou dans la raquette de la formation? Eh ben, un peu comme ce qui a été fait sur ce point. Par CD2E, en fait, on a essayé de répondre à une problématique de manquement et surtout un manquement important sur l'aspect des notes de diagnostic que je porte en fait et que je propose, et justement pour permettre de répondre à l'appel à projet réhabilitation solaire où en fait il y a une problématique, c'est d'avoir un exploitant qui soit formé. Autant je parlais des bureaux d'études des installateurs, on a exactement la même problématique au niveau des exploitants. Donc du coup, en lien avec les EPCI, particulièrement Golfe Morbihan, Van Agglomération sur le Morbihan, qui a porté en fait et qui s'est lourdement investi pour justement proposer et faire labelliser un centre un plateau technique. La formation a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière. Le premier volet de la formation auprès des exploitants a eu lieu, ce qui a permis de former à peu près 5 structures. Pour autant, ça a été compliqué parce que les exploitants nationaux ont du mal en fait à franchir le pas ou à y voir un intérêt. Mais pour autant, si on a réussi à le faire là par cette régionalisation, ce transfert en fait de formation en région, on se dit qu'on va peut-être réussir demain à le faire comme l'a fait CD2E à l'échelle de bureaux d'études, à l'échelle d'installateurs, pour essayer de redonner une dynamique et surtout en appui avec les EPCI qui aujourd'hui sont des viviers avec les contrats de développement territoriaux, COTER ou COTENR, Bretagne Pays de Loire, justement de donner une dynamique et un intérêt à ce que les acteurs locaux, on est sur une économie locale qui doit se développer, puissent y aller. Mais ça passera fatalement par essayer de proposer une offre de services, de formation et d'accompagnement en région sur toute la chaîne de valeur installateur, bureau d'études, installateur, exploitant et maîtrise d'ouvrage. Merci Morand, il faut malheureusement céder la parole à la personne qui est juste à côté de vous sur nos écrans, Maxence Olivard de Quali2NR. Vous êtes donc ingénieur du pôle formation de l'association.
Peut-être en propos introductif, vous pourriez reprendre à cette interpellation de Morane, voilà, une espèce de passage obligé par Calisol pour pouvoir se qualifier, ce qui entraînerait, si j'ai bien compris, un déficit d'entreprise qualifiée. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui, alors j'ai noté 3 petites choses qu'effectivement a indiqué M. Guillermic. Alors, il y a peut-être eu des incompréhensions de la part des installateurs à ce sujet-là. Alors, dans un premier temps, Qualitenaire, Qualibat, on n'est pas organisme de formation, on est organisme de qualification, c'est-à-dire qu'on délivre des qualifications aux entreprises. Par contre, Qualitenaire est un organisme de contrôle de la formation, c'est-à-dire qu'on délivre des agréments à des organismes pour qu'ils puissent dispenser les formations, comme souhaite le faire d'ailleurs le CE2E, comme a indiqué M. Pauvert. Et concrètement, sur les thématiques QNR, donc solaire thermique, thermodynamique, etc., seul effectivement Qualitenaire délivre ces agréments-là. Néanmoins, Qualibat est tout à fait en mesure de délivrer des qualifications RGE dans la thématique. Il faut juste que l'installateur, ou en tout cas une personne technique de l'entreprise, ait suivi une formation via le dispositif de Qualitenaire. Une fois que la personne a fait la formation, elle peut s'orienter vers l'un ou l'autre organisme pour obtenir la qualification dans le domaine du solaire thermique notamment. Après, sur le sujet du probatoire, en soi, il n'y a pas de démarche supplémentaire à avoir pour obtenir la qualification probatoire. La seule chose concrètement, ce qui est demandé, c'est que sur les 2 premières années de la qualification, il faut que l'entreprise puisse justifier d'au moins 2 installations réalisées. Et il faut qu'on puisse faire un audit sur au moins une des 2 installations qui se conclut par un audit vert, donc avec peu, voire pas du tout, d'écart. Mais concrètement, enfin après on peut en discuter si vous avez d'autres détails là-dessus, mais il n'y a pas d'alourdissement administratif dans le cadre des qualifications à titre probatoire. Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Oui, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Oui. Donc, il faudra que vous poursuiviez la discussion en dehors de cette table ronde. Non, Maxence, vous étiez là aujourd'hui pour nous parler surtout de votre nouvelle, comment dire, de votre nouvelle mission, puisque vous avez été chargé de former les conseillers FAIR, donc les conseillers de formation, les conseillers de rénovation. Je vais y arriver. Le service public d'information sur les travaux de rénovation. Comment sont organisées les formations que vous allez proposer pour faire? Alors concrètement, pour ce nouveau dispositif auquel Qualitenaire a répondu à la demande de l'ADEME, c'est un dispositif qui permet de faire monter en compétence le public du réseau FAIR sur les aspects techniques, sur toutes les ENR. Donc typiquement le solaire thermique, le photovoltaïque, le thermodynamique et le bois énergie. Ce qui est demandé aux participants, c'est déjà de suivre une formation initiale sur la thermique du bâtiment. Ça, c'est la formation de base que l'ADEME propose à ses conseillers faire. Et ensuite, il y a une formation en e-learning qui dure à peu près 1h20 pour leur présenter les ENR. Et une fois qu'ils ont tout ce prérequis-là, on les fait venir en formation de 2 jours spécifiquement sur le solaire thermique. Après, ils peuvent aussi choisir des formations sur les autres thématiques, mais là, on va parler du solaire thermique. Pour l'instant, on a eu 2 sessions qui ont eu lieu cette année. La première qui était la session test au mois de mars pour voir si la formation fonctionnait bien par rapport à ce qu'on avait prévu. Et on a eu une 2e session la semaine dernière sur le territoire corse. Ça permet de concrétiser un peu ce qu'on a mis en place. Et quelle est la réaction des conseillers FAIR à ces formations? Le retour est plutôt positif. Oui, tout à fait. Le retour est plutôt positif. Ce qu'on a voulu faire, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années avec les formations à destination des installateurs, c'est des formations ludiques. C'est-à-dire une partie théorique qui est assez importante, effectivement, parce qu'il faut tout de même présenter pas mal de choses sur l'aspect théorique. Mais l'aspect pratique est assez poussé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une présentation d'un plateau technique pour que les participants puissent voir concrètement à quoi ressemble un système solaire. On a voulu mettre en place toute une série de jeux de rôle entre le conseiller FR et un particulier pour qu'ils puissent échanger entre eux sur qu'est-ce que c'est le solaire thermique, pourquoi c'est préconisé, pourquoi il est concurrentiel vis-à-vis du photothermodynamique. Ça, c'est vraiment voulu par les conseillers FR parce qu'ils sont souvent interloqués par les particuliers qui ne savent pas faire la différence ou qui veulent s'orienter vers le thermodynamique.
Et après, le retour qu'on a eu de ce public-là, c'est que la formation qui leur a été proposée, même si elle est que sur 2 jours, elle est assez exhaustive. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis l'accent sur la technique, sur qu'est-ce que c'est un circulateur, qu'est-ce que c'est un ballon, comment ça fonctionne, comment on dimensionne, comment on fait la mise en service, comment on fait la mise en œuvre, etc. Et ça, c'était plutôt apprécié par les personnes. Bon, elles sortaient au bout des 2 jours avec la tête vraiment pleine, mais au moins elles sentaient qu'elles avaient appris quelque chose et qu'elles pouvaient surtout l'appliquer auprès de leurs particuliers lorsqu'ils auront des échanges avec eux. Et surtout, est-ce qu'ils étaient prêts ensuite à conseiller le solaire thermique dans le bouquet de solutions de rénovation? Alors oui, alors concrètement, je ne vais pas vous mentir, hein, lorsqu'ils arrivaient en formation, ils avaient quelques doutes. Ils ne savaient pas trop comment on vend le solaire thermique quand il y a le concurrent thermodynamique à côté qui est moins cher. Mais concrètement, on leur donne des arguments. Le solaire thermique, ça dure plus longtemps. On a une meilleure expérience de ce système-là. Ça fait 40 ans que ça existe. Il y a des systèmes qui ont été installés il y a des années, ils fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc sur le long terme, ça peut tout à fait être rentable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au-delà de ça, c'est écologique. Il n'y a pas de fluide frigorigène. Il y a une faible consommation électrique. Donc toutes ces billes-là, d'un point de vue technique, on leur a donné pour qu'ils puissent après les donner auprès des particuliers pour justifier effectivement de tourner vers du solaire thermique lorsque c'est pertinent. Notamment sur le sud de la France, que ce soit en Corse, à Marseille, à Perpignan, etc. Le solaire thermique est tout à fait justifié. Et là, on leur donne tous les moyens pour qu'ils puissent le vendre auprès du particulier. D'accord, ça veut dire qu'on a toute une génération de conseillers FR qui vont pouvoir argumenter en faveur du solaire thermique, si j'ai bien compris. C'est l'objectif. D'accord. On va passer justement à l'ANEC Marseille avec Arnaud Hussonneau, qui fait partie, si je ne m'abuse, du réseau FR. Et donc la première question, quelles seraient vos missions dans ce cadre et à quel type de public vous adressez-vous, pardon. Bonjour, donc Arnaud Hussonneau, donc j'appartiens à l'agence locale de l'énergie climat de la métropole marseillaise, structure qui fait partie du réseau FR, donc voilà, qui est un réseau national qui porte le service public de la performance énergétique de l'habitat. Donc nos missions concernent le grand public. Notre but, c'est de faire d'être l'interface entre le grand public, donc à la fois des projets en maison individuelle ou des projets chez des particuliers ou des projets en copropriété, donc entre ce public, mais aussi les acteurs privés, donc les professionnels, les organismes de qualification et aussi les acteurs publics, donc les différents dispositifs, par exemple, d'aide financière. Donc dans ce rôle d'interface, vis-à-vis de la demande du grand public, nous, notre objectif, c'est de faire émerger donc, les projets de rénovation énergétique, donc en étant un tiers de confiance. Donc à partir de là, on va apporter des conseils aussi bien sur les questions réglementaires, financières, mais aussi techniques. Donc c'est pour ça qu'on est tout à fait preneur de formations comme celle qui a été proposée et mise en place cette année, pour étayer nos connaissances techniques sur la question du solaire thermique, par exemple, et pouvoir apporter différents éléments de réponse pour justement arrêter, par exemple, certaines idées reçues qui peuvent rester chez le grand public. Donc ça, c'est notre objectif, notre mission principale en tant que service public de la performance énergétique de l'habitat. Est-ce que vous notez un regain d'intérêt chez les particuliers? Est-ce que vous avez encore des demandes de particuliers sur le solaire thermique? Alors, nous, là, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a la demande est relativement faible. Elle est constante, mais elle reste assez faible. Là-dessus, on a mis en place, enfin, donc voilà, dans le cadre du réseau FR, on a 2 actions principales. Une qui est liée à la sensibilisation générale, donc parler des enjeux environnementaux et des enjeux énergétiques, parler des principaux aspects technologiques et justement casser les idées reçues. Parler des démarches de qualité, donc rassurer le grand public
sur le fait que maintenant on ait un certain nombre de qualifications qui existent. On a parlé de qualité ENR, mais dans les phases études, par exemple, on peut avoir des organismes aussi comme l'OPQIBI. Donc voilà, on va essayer de faire de la sensibilisation sur ces démarches-là. Le fait qu'il y ait des réseaux de professionnels aussi qui existent, justement des réseaux de professionnels qualifiés. Ensuite, on va faire toute une partie d'accompagnement autour d'un projet. Donc, c'est-à-dire, bon, on a parlé de la sensibilisation, mais on peut faire, par exemple, d'ailleurs, intervenir des professionnels lors d'ateliers spécifiques pour justement rentrer un peu plus dans le concret et que le professionnel apporte une vision terrain de la situation. On peut avoir aussi une vision opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation avec avec une liste de professionnels référencés, rassurer sur voilà les différentes étapes qu'ils peuvent avoir dans un projet. On va être aussi présent au moment, par exemple, de la lecture des devis, vérifier que les devis respectent bien un certain nombre de critères réglementaires. Et donc, on va mener un certain nombre d'actions qui vont être à la fois sur des questions de sensibilisation et à la fois sur un volet opérationnel. Est-ce que votre action s'adresse qu'aux particuliers ou bien vous adressez aussi à un autre type de public, type copropriété? Alors voilà, alors là, nous, concernant le grand public, on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux copropriétés. Donc là, ça va être des démarches, ce qui va, par exemple, nécessiter auprès des professionnels référencés de s'assurer qu'ils aient les qualifications qui concernent aussi ce type de projet. Donc là, effectivement, il y a un travail assez important auprès des collectivités, ce qui va engager aussi d'autres acteurs dans ce type de projet, notamment les syndics de copropriété. Ça va être intéressant de pouvoir essayer de les sensibiliser dans ces démarches parce que c'est pas forcément la solution, on va dire, conventionnelle de mettre en place ce type de technologie. Donc là j'ai parlé des syndics, mais il y en a d'autres qui m'échappent sur le moment. Mais donc voilà, on va s'adresser bien sûr aussi aux copropriétés. Et comment vous vous adressez à eux? Via des conférences? Alors voilà, nous, notre démarche, elle se situe, on va dire, sur deux volets. En tout cas, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, il y a le fil continu de l'année qui fait qu'on peut nous contacter en permanence par mail, par téléphone ou lors de permanences en physique, en présentiel, ce qui bien sûr a réduit cette année. Et aussi, on va également organiser toute une série d'événements de sensibilisation, c'est-à-dire des aspects thématiques spécifiques qui vont se décliner aussi en fonction du public. C'est-à-dire qu'une année sur deux, par exemple, concernant le solaire thermique, une année sur deux, on dédie un événement spécifique au solaire thermique, mais spécifique aux particuliers, ou l'année suivante spécifique aux copropriétés. Donc, on essaye de s'adapter au public cible, puisque en fait, les demandes vont être assez différentes. Les qualifications peuvent être différentes, les démarches sont différentes. En copropriété, on va avoir un certain nombre de problématiques qui vont venir, qui n'existeront pas forcément auprès des particuliers, et ce qui font que chaque projet peut être assez particulier, et chaque projet a besoin finalement d'un accompagnement. Très bien, merci. On a déjà pas mal de retard, donc je vais devoir conclure cette table ronde. Est-ce qu'on a quand même le temps de prendre une ou deux questions, Edwige? On a un peu mangé sur la pause, là. Oui, alors on avait une question assez précise pour Morane Guillermic qui demandait sur quel type de bâtiment portaient les 120 études. Est-ce qu'il y a une espèce de camembert, entre guillemets, qui pourrait nous détailler relativement, en gros, quels étaient les types d'applications visées? Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, alors en fait, ça a été réparti dans pas mal de choses. En fait, on a une bonne partie agricole. Il faut savoir qu'en fait, sur la Bretagne,
Il y a le GIE Élevage de Bretagne qui est un gros, on va dire, acteur en fait dans l'accompagnement et du coup sur la filière veau et élevage, du coup a réalisé énormément de notes d'opportunité. À l'échelle des collectivités, on est sur surtout du camping. Il y a des dispositifs d'accompagnement spécifiques sur le monde de l'hôtellerie, hôtellerie de plein air, hôtellerie tourisme, et aussi pas mal de piscines, de centres aquatiques ou de gîtes. En fait, on est vraiment toujours à peu près sur les mêmes cibles qui sont, en tout cas, à l'échelle de nos deux régions, avec toute la partie front de mer Atlantique. On est vraiment sur une fréquentation touristique importante, donc des besoins qui sont en adéquation, au moins pour le volet tourisme, avec la courbe d'ensoleillement, donc du coup, une réelle pertinence. Et puis sur le volet comment dire, élevage, bon, on a des demandes, enfin des besoins énergétiques qui sont d'un volume assez important et qui sont annualisés. Donc du coup là aussi une certaine cohérence en fait dans les besoins. Après, bon, il y a des petits cas, des cas de figure. Oui, j'ai oublié aussi le monde comment dire hospitalier, enfin médical, EHPAD, hôpitaux qui sont aussi demandeurs, avec là par contre des problématiques sanitaires qui sont aussi un peu complexes à lever. Mais en tout cas, à chaque fois, on est globalement toujours sur les mêmes cibles. Dernière question, Edwige, ou on arrête là? Une suggestion pour finir un peu plus générale de la part d'une participante qui dit: pourrait-on créer l'équivalent du label RGE pour les syndics pour les forcer à se former sur le sujet de la rénovation énergétique et des ENR? Donc voilà, en fait, une cible aussi peut-être, mais ça peut aussi rejoindre peut-être une des missions d'information des conseillers faire, et également évidemment ça rejoint ce qu'expliquait Arnaud Husneau sur la LEC, qui fait également des opérations d'information auprès des syndics et des copropriétés. Mais voilà, peut-être l'idée d'avoir une structuration au niveau des syndics de façon peut-être un peu plus nationale, si je comprends bien la question. Donc une réflexion à avoir peut-être, voilà, pour la suite. Très bien. Merci à tous les quatre de vos interventions. Nous allons marquer une petite pause de 10 minutes avant de reprendre. En tout cas, la table ronde a montré que les dynamiques régionales étaient là. Donc, on est en phase de concrétisation, on espère, et que cela donnera des différentes installations nouvelles dans les années à venir. Merci.